Troisième et dernière partie de l'African Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Khaled Gueye, président du club 2030 Afrique, et de nos éditorialistes Gracien Okindixa et Jemal Taleb. Au Maroc, le gouvernement ambitionne d'accroître les parts de l'agriculture dans le produit intérieur brut. En 2015, la part de l'agriculture dans le PIB était estimée entre 15 et 20% avec près de 4 millions d'emplois générés. L'État compte s'appuyer sur le plan Maroc vert pour créer 1,15 million d'emplois agricoles d'ici 2020. Ibrahima Djoumaba. Au Maroc, le gouvernement veut accroître la contribution des secteurs de production comme l'agriculture et l'industrie au produit intérieur brut. Un plan quinquennal a été élaboré pour le développement agricole. Doté d'un budget de 147 milliards de dirhams, le plan Maroc vert va moderniser l'activité agricole dans le pays et générer 1,15 million d'emplois agricoles d'ici 2020. Le défi principal dans le secteur agricole aujourd'hui au Maroc, à mon sens, c'est d'augmenter la productivité. Et donc, l'augmentation de la productivité nécessite forcément à un moment une consolidation du secteur et une transformation structurelle avec une baisse de la part de la population qui est occupée par le secteur agricole au bénéfice d'autres secteurs. Donc, au-delà du plan Maroc vert, il y a aussi cette question qui, elle, passe par la stimulation de l'urbanisation et de l'industrialisation. L'industrie est un secteur clé de l'économie marocaine avec 14% de contribution au PIB en 2014. Le Royaume a développé des mesures fiscales incitatives et des infrastructures modernes dans les zones industrielles comme Tanger. Le pays enregistre de plus en plus l'arrivée de multinationales, notamment dans l'automobile et l'aéronautique. C'est une très bonne chose, ça consacre les efforts qui ont été faits pendant plusieurs années, une politique assez constante d'encouragement des investissements directs étrangers. Le seul bémol que je mettrais là-dedans, c'est de ne pas allouer des efforts suffisants pour l'industrie nationale qui est importante au sens où elle permet de créer de la productivité sur le plan local. En 2015, le secteur agricole a contribué pour près de 20% au produit intérieur brut du Maroc et généré 4 millions d'emplois directs. L'industrie a enregistré de nouveaux investissements étrangers dans l'automobile et l'aéronautique. Le gouvernement compte porter la part de l'industrie au PIB à 23% en 2020. Jemal, que pensez-vous de cette stratégie du Maroc de miser sur le secteur agricole dans le produit intérieur brut? J'en pense du bien globalement. Je pense que l'agriculture représente comme déjà plus de 20% du produit intérieur brut. Le ramener à un niveau plus élevé un sens absolu et une nécessité évidente. Je crois qu'il faut que tout cela soit accompagné d'un programme d'investissement beaucoup plus important dans les industries parallèles, ou en tout cas les sous-traitants dans le domaine de l'agriculture. Il faut que les parts de l'exportation soient encore plus élevées, mais il faudrait pour cela que la productivité soit plus importante. Elle l'est déjà assez, elle le sera davantage. C'est un programme très ambitieux de la part des autorités marocaines. Vont-ils y arriver? Je n'en sais rien, parce que tout cela doit être accompagné encore une fois d'investissements assez lourds, dont le Maroc n'a pas toujours les moyens évidemment de supporter. Si cela peut permettre au Maroc d'attirer des capitaux nouveaux, notamment des pays du Golfe, parce qu'il y en a déjà pas mal et qu'il faut qu'il y en ait davantage, c'est plutôt positif. Cela dit, le Maroc est déjà un carrefour économique assez important. Les difficultés de l'Algérie, les difficultés de la Tunisie lui profitent amplement. Le passage vers l'Afrique subsaharienne, en tout cas terrestre, lui profite déjà beaucoup parce que la Libye, qui est un autre passage, est aussi assez fermée. Et donc, que les Marocains mettent ça à profit pour relancer en fait la valeur sûre de l'économie marocaine qui est l'agriculture, ça me paraît être plutôt une mesure de bon sens. Gracien, que pensez-vous de ce plan Maroc vert qui en est déjà à sa 7e année d'existence? Est-ce qu'il a fait de vrais changements? Oui, il y a eu de vrais changements pour les Marocains, déjà au niveau de l'emploi, beaucoup de gens qui y travaillent. Et puis en même temps, c'est que ce que le Maroc a fait, disons, d'innovant, d'exceptionnel par rapport aux autres pays, c'est qu'ils ont déjà cherché des marchés pour l'export. Ce n'est pas seulement produire, tout en sachant que éventuellement, ça sera pour la consommation locale. La production marocaine, disons, elle ne peut pas être consommée localement. Et donc aujourd'hui, le Maroc exporte vers l'Europe. Et aussi, le Maroc a la chance, disons, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Comme la Russie ne veut plus importer, il y a les sanctions qui ont été prises contre la Russie et la Russie a appliqué un embargo. Maintenant, la Russie importe les produits, les légumes et les fruits du Maroc. Donc, ce qui fait que le Maroc a
un marché, surtout que la Russie ne veut plus, même s'il n'y a plus de sanctions, ne veut plus revenir sur le marché européen. Je pense aussi que le Maroc pourrait aussi, avec cela, adapter, transformer les fruits ou les légumes aussi pour les envoyer, se tourner vers l'Afrique. On a par exemple des produits qui viennent de l'Europe qui sont, disons, moins chers que les autres. L'Afrique pourrait faire une sorte de taxe douanière, quoique, même s'il y a ces histoires de l'OMC qui s'appliquent surtout pour l'Afrique, pas pour les autres, aussi pour vendre vraiment aux Africains. Et ça sera aussi une façon de montrer aussi aux autres Africains comment on peut faire l'agriculture autrement. Je pense qu'il y a aussi des méthodes qui sont nouvelles pour l'agriculture au Maroc dans un domaine qui n'était pas très vraiment prédestiné à l'agriculture en soi. Khaled Igui, est-ce que le Maroc a la possibilité, les capacités de devenir le grenier de l'Afrique ? Il faut déjà souligner tout d'abord que le Maroc fait quand même figure d'exemple en Afrique en ce qui concerne l'agriculture. Donc c'est 7 ans d'agriculture verte, c'est 4 millions d'emplois créés, c'est quand même 15% du produit intérieur brut et c'est un point important des exportations marocaines. Je crois qu'il faut avoir une approche beaucoup plus holistique en fait de ce sujet. Aujourd'hui, pourquoi l'agriculture est aussi importante? Pour 3 raisons principales. La première raison, c'est la question de l'insuffisance alimentaire. Il faut savoir que l'Afrique a 1 milliard d'habitants aujourd'hui, 2 milliards en 2050. Si on continue à produire en Afrique de façon globale comme on le fait aujourd'hui, on pourra nourrir que 15% de la population à l'horizon 2050. Que fera-t-on des 85% restants? Ça, c'est une vraie question. La deuxième question, c'est la contribution justement de l'agriculture à la richesse des pays africains. De façon globale, aujourd'hui, ça contribue pour du tiers, surtout en Afrique de l'Ouest. Et le troisième point, justement, c'est ce qu'on appelle le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est quoi? C'est le rapport des actifs sur les inactifs. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Afrique, pour un inactif, nous avons 2 actifs. L'agriculture nourrit de façon globale 70% de la population aujourd'hui. Ce qui voudrait dire que si nous commençons à transformer les matières premières agricoles et nous réservons dans le mix économique africain une part à l'industrie qui crée de la valeur, de l'emploi, nous pourrons aller vers le plein emploi. Ça veut dire que si on prend de la hauteur, le Maroc peut jouer un rôle très important dans toute l'Afrique en devenant un peu comme un exemple, un grenier, mais avec les autres pays africains, avec des échanges, mettre en place par exemple une taxe douanière qui soit assez intéressante pour les échanges et ça pourrait nous amener vers une situation assez intéressante. Merci. Dans l'actualité également au Nigeria, la Commission de sécurité d'échange et l'Office de gestion de la dette ont convenu de travailler ensemble pour délivrer le premier soukouk du pays en 2016. Cet emprunt islamique s'inscrit dans le plan du gouvernement fédéral pour financer le déficit du budget. Kasumba. Après le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Nigeria poursuit ses négociations avec la Société islamique pour le développement du secteur privé, une filiale de la Banque islamique de développement pour l'émission de soukouk courant 2016. Déjà en 2015, le gouvernement fédéral avait annoncé son intention de ramener le déficit budgétaire du pays à 1,3% du PIB d'ici 2018, en espérant que les revenus pétroliers contribuent pour au moins 800 milliards de naira au budget de 2016. Avec ces initiatives et ce nouveau projet, le Nigeria, qui a la plus grande population musulmane en Afrique subsaharienne, tente de s'imposer comme la plaque tournante de la finance islamique en Afrique. Tous les gouvernements africains, je pense, sur la question des ressources financières, ont à peu près les mêmes objectifs, c'est d'étendre l'envergure financière de l'État central. Soit travailler sur les ressources locales, soit travailler sur le portefeuille de ressources additionnelles qu'il est possible d'avoir. Et aujourd'hui, les soukouks présentent un potentiel important en termes de diversification du portefeuille des ressources de l'État. Ce sont des investissements basés sur des actifs palpables. Et les soukouks aujourd'hui, pour financer les déficits en infrastructure que connaît le continent et que connaît le Nigeria aussi, les soukouks sont parfaitement rationnels pour y répondre. Pour l'émission de son premier soukouk, la Commission de sécurité et d'échange du Nigeria ainsi que l'Office de gestion de la dette ont convenu de collaborer pour approfondir le marché obligataire sans intérêt du pays. La plus grande puissance économique du continent fait face depuis quelques années aux conséquences néfastes de la baisse des prix du pétrole, de celle des recettes du gouvernement et à une croissance fragile liée à la morosité des grands marchés émergents. Les analystes estiment que ce nouvel instrument financier pourrait porter un coup d'accélérateur au projet de développement du pays. Je pense que sur les infrastructures publiques, notamment, sont des modèles alternatifs qui peuvent être très intéressants ou complémentaires d'ailleurs au partenariat public-privé. Pour des questions de capacité justement de l'État central à financer de gros projets d'infrastructure, un investissement en soukouk peut être aussi très très rationnel pour justement à la fois
engager financièrement l'État, mais à travers un business model sans impact financier colossal en réalité sur le budget de l'État. Le Nigeria enregistre la plus grande population musulmane en Afrique subsaharienne. En forte croissance au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, la finance islamique demeure encore peu développée sur le continent africain, qui abrite pourtant quelques 400 millions de musulmans. En 2014, le marché mondial des soukouk avait atteint un record de 300 milliards de dollars et les émissions souveraines sont aujourd'hui évaluées à plus de 80% des émissions totales. Khaled Higué, quel est l'intérêt du Nigeria à recourir à un soukouk pour renflouer les caisses de l'État ? Ils ont un grand intérêt. Il faut savoir que le prix du pétrole a pas mal baissé ces derniers mois. Donc le Nigeria est face aujourd'hui à un problème de complément sur son déficit budgétaire. Donc le soukouk, en fait, c'est un outil financier d'investissement à long terme qui permet au pays d'émettre des emprunts obligataires et de sorte à ne pas payer d'intérêt en fait aux détenteurs. Donc c'est un outil financier islamique, c'est comme ça que c'est appelé. Le Nigeria a besoin de finaliser son budget 2016 et ce budget aujourd'hui a un déficit. Donc le meilleur moyen qu'ils ont trouvé, vu que les prix de pétrole a baissé et qu'ils ne peuvent pas trouver assez d'argent de ce côté, ils sont allés justement vers le soukouk pour pouvoir combler ce déficit-là avec des taux d'intérêt qui sont presque nuls dans ce cas. Donc c'est très intéressant, je trouve que c'est une solution innovante et beaucoup d'autres pays africains devraient aller vers cette solution. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. 2 pays africains seulement sont présents dans le top 50 des pays les plus innovants, publié par l'agence Bloomberg. Il s'agit de la Tunisie et du Maroc. Ce classement mesure le poids de l'innovation dans l'économie à travers 7 critères, dont la recherche et le développement, la densité de la haute technologie ou encore le nombre de brevets. Gracien, est-ce qu'il est logique que la Tunisie et le Maroc soient les 2 seuls pays africains à figurer dans ce classement ? Je dirais non, ce n'est pas logique, mais ça se comprend pour ces 2 pays, surtout pour la Tunisie, contrairement à ce que les gens pourraient croire. C'est un pays où il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'universitaires, un pays qui a beaucoup avancé au niveau, des recherches, au niveau aussi de la technologie, mais je dirais qu'un pays qui a des problèmes, qui n'arrive pas à transformer, ses recherches, cette avancée au niveau de la technologie, transformer industriellement, produire à partir de ces éléments. On peut avoir beaucoup d'innovation, beaucoup de recherche, beaucoup de brevets, mais on peut avoir du mal à transformer en produit réel, contrairement au Maroc, un pays qui est avancé au niveau de cette technologie, en même temps qui produit beaucoup de choses. On voit bien au niveau de l'énergie, au niveau d'autres choses, ce qui fait que ça porte aussi l'économie marocaine, non seulement au niveau des investissements qui arrivent, mais aussi au niveau de l'intelligence, donc de l'intelligence humaine, ce qui fait que finalement, ça peut se comprendre. On aurait pu se dire que l'Afrique du Sud devait figurer parmi ces pays, mais malheureusement, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui, après un certain temps, qui recule, un pays qui commence à recule au niveau de l'économie aussi, au niveau de la recherche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de soutien dans ce domaine. Gemal, que pensez-vous de ce classement ? Est-ce que les critères vous semblent refléter la réalité ? Moi, je n'en sais rien. Donc, il est très difficile de donner un avis sur des questions que je ne connais pas très bien. Donc, je ne l'ai pas tellement suivi. Cela dit, c'est assez surprenant pour la Tunisie parce que c'est somme toute un pays qui a connu des difficultés depuis 5 dernières années. On peut imaginer, on peut deviner qu'il y a un ralentissement. Même pas. Comme quand on investit dans la vraie valeur qui vaille vraiment, la valeur humaine, la ressource humaine, on en gagne toujours les fruits plus tard. Et donc, il faut que les autres pays, donc en fait l'essentiel du continent africain en définitive, parce que seuls 2 pays sont dans le top des pays innovants, comprennent encore une fois et plus que jamais que si on n'investit pas dans la vraie valeur, la valeur humaine, on n'avancera pas, on ne se développera pas. Et aucun pays n'est capable de se développer s'il ne développe pas une classe moyenne importante. Et pardon, la voie la plus facile pour développer la classe moyenne, c'est l'école. Et donc l'école, la recherche, le développement. Et encore une fois, si vous avez du pétrole et vous n'avez pas les ressources humaines, votre pétrole ne vous sert pas à grand-chose, surtout en ce moment où le coût est très bas. Et donc il faut définitivement que nous comprenions cela et nous investissons un peu plus dans la valeur école et la valeur recherche. Khaled Higué, l'innovation, c'est un enjeu clé pour la compétitivité des entreprises.
L'innovation est un enjeu clé. L'innovation permet justement d'améliorer la productivité des entreprises. Et moi, ça ne m'étonne pas que le Maroc et la Tunisie fassent partie justement des top 50 des entreprises, justement, des pays qui innovent le plus en Afrique. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont justement pris la mesure des choses depuis une vingtaine d'années, de former justement, de monter les gens en compétences dans leur pays. Ils ont créé des instituts de formation, ils ont créé justement de bonnes écoles dans plusieurs domaines, l'énergie, l'agriculture, et c'est les gens qui font preuve aujourd'hui de bonne gouvernance dans le domaine universitaire justement. Et ça manque beaucoup dans les autres pays africains, en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne de façon globale, où au jour le jour, quand vous allez sur le terrain, vous voyez qu'il y a matière à innover, parce qu'innover c'est quoi en fait? C'est de prendre en compte la situation des populations dans lesquelles ils vivent et de trouver des solutions. Si je prends un exemple tout simple, le cas de l'ananas au Bénin, nous produisons beaucoup d'ananas, mais aujourd'hui, quand vous allez sur le marché en fin de journée, à cause des 30 degrés de température, mais les ananas pourrissent en fait. Innover par exemple, serait de trouver des unités de transformation pour transformer l'ananas en jus d'ananas. Il faudrait que ça aille encore plus loin, il faudrait que les gens soient beaucoup plus formés et que les jeunes s'y mettent aussi et que les incubateurs, par exemple, se mettent en place justement pour accompagner les jeunes dans l'innovation. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré au Niger. Khaled Igué, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Gracien, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Gemal, merci d'avoir été là. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.